Le créateur de Fear and Hunger était finaliste dans un concours Elden Ring. Le développeur était finaliste dans un concours organisé par Vati Vidya, un YouTuber spécialisé dans les Souls, pour son design de boss appelé Bieter. Arrivé dans les mines du donjon de Fear and Hunger, vous allez tomber sur la Blue Scene. Vous ne pouvez pas la retirer du rocher, sinon la mine va s'effondrer sur vous, comme on peut le voir à l'écran. Il faut donc utiliser le livre Passage of Maharb qui vous téléporte directement dans la ville. Donjon, je vous avais parlé d'une salle secrète, et bien dans cette salle, il y a un petit easter egg très marrant. Au moment de vous coucher, on vous dit que quelqu'un vous regarde. Et en effet, c'est pas anodin. Si vous ratez votre lancer de pièces, vous allez vous rendre compte que le Chromoleur est tout proche de vous. Hello, savais-tu que si tu utilises la nécromancie sur ce grand monsieur, sa censure devient plus grande. On va pas te faire un dessin, hein, tu vois bien où elle est placée. Mais voilà la petite anecdote du jour. Saviez-vous que le chien de Fear and Hunger est inspiré d'un chien réel, de la vraie vie? C'est le lévrier irlandais qui appartient d'ailleurs au créateur. Pour en savoir plus, allez voir la vidéo de l'iceberg sur YouTube. Si vous demandez aux anti-scroll de faire un cube des profondeurs, vous allez avoir un faux cube des profondeurs qui ne correspond pas au vrai cube en fait, que vous pouvez récupérer justement dans la cave avec tous les espèces de petits gobelins bleus. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, et à aller voir l'iceberg justement de Fear and Hunger disponible sur Remix Live. Hello, anecdote du jour, saviez-vous que les gens se moquent de ce monstre car il ressemble à une célébrité, personnalité publique connue, du nom de Gordon Ramsay. Le cheval mort que vous voyez ici est celui qu'on rencontre au début du jeu, mais suite à ces images, on voit bien que ça aurait pu être un boss qu'on aurait pu battre. On l'a retrouvé dans les fichiers. Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu es prêt pour voir 20 faits complètement aberrants sur Fear and Hunger et Fear and Hunger Termina. Moi c'est carré, il y a tous les guides disponibles sur la chaîne pour recruter tous les personnages, pour battre tous les boss. C'est en train d'arriver sur Fear and Hunger Termina. Merci à tous pour la force que vous avez envoyée sur la vidéo. Trouvez le garde en moins de 20 minutes, continuez à en envoyer. Je vais vous sortir un épisode 2 de 20 faits aberrants prochainement. Merci à tous et en tout cas, enjoy pour cette vidéo. Dans les toilettes publiques dans Fear and Hunger Termina, le jeu va vous offrir une fin extrêmement cruelle. Dès le début du jeu, ça permet au jeu de faire un tri parmi les différents joueurs et de vous expliquer à quel point le jeu est d'une violence. Vous vous retrouvez enfermé juste ici et le jeu vous propose de mettre fin à votre vie directement. La partie se termine comme... Au niveau des cavernes, vous avez juste à traverser le pont et vous allez tomber sur Sans Lune ou Moonless qui va venir vous agresser. Si vous lui jetez 2 Rotten Meat, elle va venir dans votre équipe. C'est un monstre qui est très utile parce qu'il est très puissant et qui fait beaucoup de dégâts. N'hésitez pas à vous abonner, il y a tous les tutos pour récupérer chaque personnage de Fear and Hunger de disponible sur la chaîne. Les trous dans le sol sont une mécanique bien particulière à Fear and Hunger. Si vous entendez un craquement sous vos pieds, vous allez avoir un pile ou face. Et cela va créer un trou dans lequel vous pouvez soit sauter si vous l'esquivez, soit vous allez tomber directement dedans. Et si vous n'avez pas de chance, vous n'allez jamais réussir à en sortir car vous allez avoir besoin d'une small key ou d'utiliser lockpicking. En plus, il y a un peu quand même de loot dedans. Et si vous n'avez pas de chance, vous restez enfermé à cet endroit-là. Dangereux peut se battre très facilement, il s'agit d'un monstre sur Fear and Hunger Termina, un monstre très fort. Si vous jetez la gasoline à ses pieds, vous allez avoir un petit pile ou face qui va apparaître. Bien sûr, il faut avoir un peu de chance pour l'éviter, sinon vous allez prendre des dégâts. Et si vous faites exploser la gasoline qui est juste ici, le combustible, on va voir qu'on peut quasiment le one-shot. Donc c'est une technique qui est très utile, qui est très puissante, qui va vous simplifier le jeu face à ce monstre très puissant qui arrive très vite en début de partie. Il nous a tué sur une vidéo disponible sur la chaîne bien sûr. Le monstre très compliqué est en réalité très facile à battre. Il suffit de faire What Was That plusieurs fois et à la 4e fois vous allez avoir un pile ou face qui va se lancer. Si vous réussissez à gagner ce pile ou face, vous allez éliminer directement le monstre. Donc comment éliminer un monstre très facilement en lui parlant juste 4 fois d'affilée, c'est quand même vachement hallucinant. Et salut tout le monde, faites attention aux trous quand vous arrivez à cet endroit-là. Aujourd'hui, on va voir un monstre un petit peu particulier. Il s'agit bien sûr du Butterfly, c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Le mob qui se cache juste ici et qui dit s'il vous plaît, je veux me transformer en papillon. Donc c'est un monstre qui est assez étrange. Vous vous demandez sans doute ce qu'il fait là. Moi, il m'a vraiment intrigué. Je me suis demandé ce qu'il faisait là. Donc, j'ai effectué mes petites recherches sur Internet. Donc, déjà, comment le battre? Eh ben, on peut se rendre compte que c'est un mob qui est extrêmement faible. Vous allez voir, il suffit d'un coup et il est éliminé directement. Si vous le tuez, eh ben, il donne pas grand chose. Là, notre ami Garen Oak utilise une Soulstone dessus. Je pense pas qu'il y a une raison particulière ou une explication particulière parce que ça lui apporte rien du tout. Donc, si vous avez explication, n'hésitez pas à le mettre en commentaire.
Mais en tout cas, c'est un monstre lambda, il suffit de mettre un coup et il meurt, il va même pas chercher spécialement à vous attaquer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des organes qu'on peut cut. Donc il y en a un qui est vers le garde, il y en a un autre qui est de l'autre côté, il me semble que c'est au niveau de la mine, et il y en a un dernier au niveau de la ville. Et si vous tranchez celui qui est au niveau de la ville, donc vous cut celui qui est au niveau de la ville, quand vous allez revenir à cet endroit-là où il y a le butterfly, et on peut voir que le butterfly est parti, et vous allez pouvoir ramasser la butterfly soul. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de All Bones Jones qui vous montre tout ça. La Butterfly Soul, c'est the soul of the butterfly make it easier to evade incoming. Attack with a feather light step, avec cet accent horrible, donc ça va augmenter vos chances d'évasion, donc vous devriez pouvoir vous évader des combats plus facilement grâce à l'âme du papillon. Donc on imagine qu'il a réussi à devenir un papillon et qu'il a laissé l'âme du papillon. Donc en plus apparemment vous ratez peut-être moins d'attaques aussi, je pense que ça doit être ça. Donc Butterfly pas très utile à part pour récupérer son âme. Abonnez-vous, pouce bleu, une vidéo par jour sur Fear & Hunger, c'était carré pour vous servir. Le Lézardman, c'est un monstre bien dégueulasse que vous pouvez trouver uniquement à la fin du donjon, donc dans le Gauntlet. Donc c'est vraiment la fin de Fear & Hunger. Pourquoi ce monstre? Si vous remarquez bien, il a une apparence très horrible. On sent que c'est une combinaison de deux monstres bien connus, donc le Yellow Mage et le Lézard. Et malheureusement, si ce Yellow ou Lizard Mage existe, c'est parce que c'est la reproduction d'un acte d'amour entre le lézard, donc l'homme lézard, et le Yellow Mage. Horrible, tout simplement. Juste avant le garde, vous allez tomber sur ce gros organe violet. On va vous proposer de le couper. Il y en a 3 qui sont un peu cachés partout dans le donjon. Je vous invite à couper les 3, ça va vous ouvrir l'entrée vers la fin du jeu. Pocket Cat, c'est quelqu'un d'iconique dans Fear & Hunger. On voit que si on arrive avec la petite fille est terrifiée. Il va nous proposer plusieurs objets qui sont très intéressants, notamment un objet qui permet de sauvegarder ou une clé mort qui est dans les armes les plus puissantes du jeu. Et là, on échange la petite fille contre la clé mort à Pocket Cat. On va bien sûr en plus savoir qui c'est dans Fear & Hunger de Termina. Et si vous revenez, on peut voir qu'il effectue un mouvement bien horrible. C'est vraiment dégueulasse. Et la petite fille est terrifiée, on n'aurait jamais dû lui vendre. Il y a un monstre bien inutile dans Fear & Hunger, c'est l'hydre humaine, qui serait apparemment le mariage de plusieurs personnes en même temps. On ne peut pas faire grand chose à part lui offrir un enfant, donc soit le kit démon, soit la petite fille. Et il ne se passe absolument rien, c'est-à-dire que la petite fille va se retrouver absorbée par cette hydre humaine. Et nous, le seul truc qu'on a, c'est qu'on passe de 4 personnages à 3. Donc la seule utilité, c'est de perdre un personnage. Elle est là pour vous faire comprendre que Fear & Hunger est extrêmement cruel. Endroit précis, alors faut avoir Nasara avec soi, vous pouvez sauter, et si vous sautez, vous allez vous retrouver en avançant un petit peu plus loin, dans un espèce de laboratoire secret, et si vous vous souvenez bien, il y a un mob un peu particulier, un boss qui est tourmenté, et avant on peut sacrifier un personnage, et vous avez peut-être pas envie de sacrifier un personnage, et à cet endroit-là, alors faut bien avoir Nasara avec soi, vous allez pouvoir cloner justement votre personnage, donc avoir un Husk, ce qui va vous permettre de sacrifier le Husk justement et pas un de vos personnages et vous simplifier le combat contre le Tormented One. Je sais que c'est un combat où le guide a été particulièrement utile pour beaucoup d'entre vous. Donc voilà, ça va vous permettre d'avoir ce mob là, on va voir ça tout de suite, ce que ça donne. Et à cet endroit là, vous allez pouvoir sacrifier le Husk et c'est lui qui prendra tous les dommages à la place de l'autre. Enfin à la place d'un de vos vrais personnages en tout cas. Grand mystère de Fear & Hunger, il est là, le plus grand secret, c'est le dernier mode Dungeon Knight qui a été commenté sur ma chaîne, le poisson d'avril de Fear & Hunger, le mode Dungeon Knight qui n'est rien d'autre qu'un simulateur de rencontre, grosso modo, donc c'est quand même incroyable dans Fear & Hunger. La compétence Dévore est vraiment une des compétences les plus dégueulasses de Fear & Hunger, Dévore ou Dévour en fonction de la langue avec laquelle vous jouez. C'est vraiment une des compétences la plus dégueulasse mais qui est aussi très utile parce que vous avez un mob qui va être mort ici et en fait vous pouvez le manger afin de récupérer votre barre de faim tout simplement. C'est vraiment une compétence qui est très utile mais qui est très horrible qu'on peut utiliser avec l'Outlander dans Fear & Hunger. Abonne-toi, pouce bleu pour plus de vidéos sur le lore de Fear & Hunger. Jouer au mode Dungeon Knight dans Fear & Hunger, très simple.
Il suffit de finir le jeu au moins une fois, même avec la fin E, c'est-à-dire même avec la plus mauvaise fin, vous finissez le jeu et vous allez débloquer ce mode. Bon, je vais vous donner un petit hack dans le jeu. Quand vous commencez, vous avancez tout droit. Vous allez là, vous appuyez sur A et vous commencez à 3. J'ai identifié deux façons de sauvegarder dans Fear and Hunger. La première, c'est une salle un petit peu cachée. Là, à droite, vous avez le chevalier qui tient la clé mort Ser Seyor, je crois, ou quelque chose comme ça. En bas, on a l'espèce de boss que Kameto décrit. Et on a une petite salle juste ici, avec une statue qui tient une colombe. Et la première save, seulement la première save, hein, je tiens à le préciser, la première save dans cette salle est sûre et sereine. Vous pouvez sauvegarder sans avoir la moindre crainte de mourir. C'est quand même très agréable dans un jeu comme celui-ci. La deuxième façon, alors je ne l'ai pas là en vidéo, c'est le livre. Vous avez un book, effectivement, un book qui apparaît en doré. J'ai plus le nom du livre, surtout c'est un nom anglais, donc je vais l'écorcher, ça va être horrible. Mais un livre qui apparaît en doré, et lorsque vous utilisez ce livre, ça vous permet de sauvegarder, tout simplement. Abonnez-vous, pouce bleu, une vidéo par jour sur le lore de Fear and Hunger. Après vous êtes bien baladé dans le donjon de Fear and Hunger, vous allez sûrement retourner à la case départ. Et à ce moment-là, vous aurez un marchand qui apparaîtra à cet endroit-là. Et ce marchand a une grande particularité, c'est un marchand escroc qui vous vendra des potions qui ne fonctionnent pas. Si vous faites la bêtise d'acheter une potion of life ou une potion of full healing, cette potion vous rendra juste malade. C'est vraiment berserk même, faut même se méfier du marchand, c'est tout le bonheur de Fear and Hunger. Démon enfant, le kit démon, c'est le membre du groupe le moins simple que vous pouvez recruter. C'est vraiment le plus dur à avoir. Il y a vraiment beaucoup d'étapes pour le recruter. Vous aurez besoin du sort graine de démon acquis lors de la création du livre Life 2, écrit par donc Nostramus en utilisant un empty scroll. La première page du livre, elle se trouve dans la bibliothèque où il y a Enki. La deuxième page du livre se trouve dans la salle de Nostramus, dans les mines. Et la dernière page se trouve à travers la porte de Mahabra à gauche de la tour sans fin. Vous devez utiliser des graines de démon sur un cadavre de Night Lurch qui vous donneront ensuite le bébé démon membre du groupe et après suffisamment de pas dans l'Overworld le feront mûrir pour devenir le Kid Demon. The Passage of My Arbre, hein, donc c'est juste un livre très utile qui vous permet de récupérer l'arme la plus puissante du jeu, hein, au cas où. La chaise de questions existentielles est un endroit très particulier dans Fear and Hunger. Quand vous vous posez dessus, vos personnages partent vraiment dans des réflexions intenses et profondes. Donc n'hésitez pas à vous poster dessus ou à aller regarder la vidéo disponible. Saviez-vous que le chien de Fear and Hunger est inspiré d'un chien réel de la vraie vie? C'est le lévrier irlandais qui appartient d'ailleurs au créateur. Pour en savoir plus, allez voir la vidéo de l'iceberg sur YouTube. D'où le Yellow King est aussi présent dans Fear and Hunger Termina, sous forme du Kaiser. Donc très intéressant, c'est un personnage super cool, je vous prépare une très grosse vidéo sur lui, donc abonnez-vous et pouce bleu. Utilisez la compétence volée dans Fear and Hunger sur l'Iron Shakespeare qui apparaît juste ici, vous allez obtenir un empty scroll, la blague étant qu'il s'appelle Shakespeare de fer, et on lui vole un parchemin. Explosif vial, très simple à trouver mon poteau, t'en trouves un petit peu partout, dans chaque tonneau, dans chaque caisse, dès l'entrée du donjon, t'as de fortes chances d'en trouver une, donc faut vraiment juste fouiller partout et se prenez les patterns de vos ennemis dans Fear and Hunger afin de devenir vraiment plus puissant. Plus vous connaîtrez de choses sur les monstres, aussi bien en combat que lorsque vous vous déplacerez dans le donjon ou dans la ville, plus vous serez puissant. Passez ici sans interrompre le dîner, il ne faut pas marcher sur les morceaux de glace que vous voyez apparaître en jaune à un endroit à l'écran. Vous avancez directement et ça va vous permettre de passer en toute discrétion et d'éviter le combat, sinon vous avez les deux rifleman qui se jettent directement sur vous. Raccourci Vanushka vers la forêt en milieu de partie et vers la ville est probablement le saut de Vanishka le plus utile de tout le jeu. Ils font tous quelque chose d'intéressant. Saviez-vous que si vous dessinez un saut de Vanushka sur l'ancien cercle divin dans le sous-sol du bûcheron, vous pouvez obtenir un accessoire unique dont vous avez besoin pour ouvrir le seau de Vanushka, porte du sous-sol, ce qui signifie soit crocheter la serrure, la briser ou vaincre le Woodman. Et vous avez besoin de Shork et de la Bible en peau de Venushka. Petite grenouille dans Fear and Hunger Termina, saviez-vous que vous pouviez leur parler? Par contre, il faut la compétence maîtrise de la vermine du dieu de Fear and Hunger. Mais toutes ces petites créatures parlent et en plus, vous demandez aux empty scrolls de faire un cube des profondeurs, vous allez avoir un faux cube des profondeurs qui ne correspond pas au vrai cube en fait, que vous pouvez récupérer justement dans la cave avec tous les espèces de petits gobelins bleus. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, et à aller voir l'iceberg justement de Fear and Hunger disponible sur Remix Live.
Salut tout le monde pour une vidéo très cool, 25 choses que vous auriez pu manquer dans Fear and Hunger Termina. On va parler un peu de tout, on va parler de bugs, on va parler de choses lambda, de petites choses très très drôles, de choses très sympas. J'ai déjà fait plein d'autres vidéos sur justement Fear and Hunger de 10 choses dingues, il y a 10 dingueries sur Fear and Hunger, 20 choses improbables, voilà, des petites choses comme ça. Et on ne l'avait pas encore fait sur Fear and Hunger Termina. Et donc là, vu que PugSR a sorti une vidéo 25 choses que vous auriez pu manquer dans Fear and Hunger Termina, je me serais dit que ce serait très intéressant de vous traduire sa vidéo. Et en plus, d'habitude je me contente d'une vulgaire traduction, et cette traduction du coup fait quand même quelques erreurs et n'est pas toujours agréable à écouter. Là j'ai vraiment essayé de faire quelque chose d'un peu plus sympa, donc on va vraiment avoir les 25 points les uns après les autres. Le premier point, donc on a juste ici le premier point justement très cool. Si vous jouez en tant qu'Olivia et que vous descendez des escaliers avec votre fauteuil roulant pour frapper un ennemi, cela l'étourdira. Le seul autre moyen de faire ça dans l'Overworld, c'est avec un fusil de chasse. Donc le fauteuil roulant d'Olivia est aussi puissant qu'un fusil de chasse. Donc 2, l'arme de la vertu rouge. Donc l'arme de la vertu rouge, c'est très intéressant, elle est obtenue en battant un sans-cœur qui peut être utilisé par Olivia lorsqu'elle est éjectée de son fauteuil justement. Après une prochaine mise à jour, c'est la seule arme dans le jeu qui fonctionne de cette façon. 3, un bug dans les dialogues. L'effet de statut, sauter des tours déclenché par certaines interactions dans les dialogues ou par l'utilisation d'orties en tant qu'Olivia est référencé dans le code sous un nom humoristique. Je ne peux pas faire de la merde. Donc c'est super sympa d'avoir codifié ça comme ça. On commence tout de suite avec la 4. Donc 4, une pièce cachée dans le Golden Gate. Pièce cachée dans le Golden Gate, il y a 2 pièces secrètes justement. Une salle avec des peluches étranges et une pièce accessible uniquement avec Osa, après avoir interagi avec un bureau 11 fois. Cette pièce contient un masque de joie qui semble inutile en combat, mais au final il est bien inutile, il vous donne juste le statut heureux. Donc si quelqu'un a eu une autre utilité, en tout cas à ce masque, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, ça serait très plaisant. D'ailleurs, si quelqu'un a même d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'hésiterai pas à les appliquer avec grand plaisir justement sur cette chaîne YouTube qui est un petit peu la vôtre et qui a beaucoup évolué avec, en fonction de vos retours. En fait, tout simplement, vos retours ont été très importants pour cette chaîne YouTube. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, faites comme si vous étiez sur Merguez Superstar, n'hésitez pas à en parler en commentaire. 5, Dan et la salle du chat de poche. Si vous retournez dans la salle du Pocket Cat, justement après que Dan se soit transformé en Pocket Cat, le 3e jour, la pièce change pour devenir une scène de crime, probablement liée à l'ex-femme de Dan, Elise. Si vous en savez pas beaucoup sur tous les personnages, justement, de Fear and Hunger Termina, si vous savez pas pourquoi je vous raconte ça par rapport à Dan, n'hésitez pas, j'ai une vidéo qui est dédiée au Pocket Cat sur ma chaîne, donc je pense que ça pourrait vous faire le plus grand bien et que ça pourrait vous faire plaisir. 6, le wiki incorrect justement sur le sans-cœur. Wiki incorrect sur le sans-cœur. 7, la signification, donc pourquoi alors le truc incorrect là, ça allait trop vite. Le nom de la chanson, le wiki déclare que la seule manière d'obtenir la clé rouillée pour combattre le sans-cœur est en passant par l'église et en évitant de faire tomber le lustre. En réalité, vous pouvez contourner cela en utilisant la compétence Golden Gate depuis d'autres zones comme l'orphelinat. Très intéressant. 7, signification du nom Matko Ka Magnifica. Le nom de la chanson jouée lors du combat contre le CGLE est Matko Ka Magnifica, que certains justement interprètent comme le dieu de la machine pourrie. Ça pourrait faire référence à l'opposition du CGLE et à l'opposition du dieu logique. Dieu logique très intéressant aussi, il y a une vidéo qui lui est bien sûr dédicacée sur ma chaîne. Donc si jamais vous voulez voir un petit peu plus de choses, en apprendre un petit peu plus sur le dieu logique, je fais même une référence dans mon dernier son sur Carré Musique, prêt à éteindre comme le dieu logique. C'est très 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 cool. La 8e, on va passer à quelque chose d'assez étonnant, le symbole du prêtre noir. Les prêtres noirs ont un symbole de Grogoroth gravé sous leur main droite et un symbole de Venushka sous leur main gauche. Cependant, le père Donovan a 2 symboles de Vushka, ce qui pourrait indiquer qu'il est plus connecté à cette magie. Donc très sympa, les prêtres noirs, j'avais même pas remarqué qu'ils avaient quelque chose de gravé en fait sur leurs mains. Je pense qu'ils descendent du Dark Prest, à voir en tout cas ce que nous dira l'avenir justement de Fear and Hunger. En 9, on a l'épée du Sabbat. L'illustration officielle de Kara montre qu'il possède l'épée de Sabbat, donc probablement récupérée dans les souterrains de l'église d'Olmer, suggérant qu'elle provient du donjon de Fear and Hunger 1.
Donc très intéressant ça du coup, je savais pas du tout, alors qui c'est de Kara, je pense qu'il parle de Caligula, pas de Kara. Mais en tout cas, il a une épée récupérée dans Fear and Hunger 1 dans le 2. 10. Le shilling d'argent unique. Il existe une monnaie unique, un shilling d'argent, trouvé uniquement dans 2 endroits dans le jeu. Donc, elle est associée aux classes sociales élevées de Préville, mais son utilité reste encore obscure. 11. Matière noire dans un four. Dans la ville, si vous interagissez avec un four, donc dans une maison à 2 étages, vous obtiendrez de la matière noire, un objet rare que peu de joueurs découvrent. L'utilité est encore cachée, ou en tout cas n'est pas précisée ici. Si vous l'avez dans la vidéo de PugSR, ou si vous connaissez l'utilité justement de cette matière noire, n'hésitez pas à nous en parler. Parce que là, du coup, on n'a pas d'informations. Je ne sais pas si PugSR a l'information. Je ne pense pas. D'ailleurs, j'espère que la vidéo vous plaît. Vous pouvez la liker. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez commenter. Je suis plus intelligent que toi. Si vous connaissez toutes les informations, en tout cas, qu'on se partage là depuis le début de cette vidéo. Puis si vous avez des podcasts ou des petites choses aussi à me suggérer, entre guillemets, en commentaire, n'hésitez pas, ça fera toujours plaisir. On va atteindre directement la 12e déjà, on est déjà à la moitié de la vidéo, et on va voir la 12e information qui est très intéressante. J'espère que vous sirotez un bon coca avec une petite cigarette dans le fond de votre jardin ou de votre canapé pour profiter de tout ça. Et encore, avec une cigarette, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de fumeurs, hein. Maintenant, le nombre de fumeurs est très 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 bas. 12. Une animation de mort unique. Il existe une animation de mort rare si vous mourrez face à un ennemi, en utilisant une attaque pile ou face. Cette animation secrète montre l'ennemi vous frappant. Donc très très ouf. Ça je l'ai pas eu non plus. Là ils mettent le Dark Prêtre lui en plus sur la vidéo, mais ça je l'ai pas eu du tout. Et donc j'aimerais vraiment bien voir. 13. Références littéraires en utilisant Osaa, donc dans la bibliothèque avec Pocket Cat, plusieurs références à des œuvres littéraires justement, comme Le Petit Prince, Dracula et 1984 sont faites, correspondant à des livres publiés avant ou pendant les années 1940. 14. Une rencontre masochiste exclusive. En mode masochiste, des rencontres uniques incluent un deuxième peloton dans les rues de Préville et l'apparition des G-Bros qui pourraient être ajoutés en mode normal lors de la prochaine mise à jour. Donc ouais, c'est le mode masochiste, il vous complique encore plus la vie, quoi, hein. Franchement, je l'ai pas encore essayé sur Fear and Hunger Termina pour tout vous dire, le mode masochiste, je sais pas si vous l'avez essayé. 15. Une petite référence justement à l'horloge de Prague. Donc le puzzle justement de l'horloge dans le jeu est basé sur l'horloge astronomique de Prague construite en 1410. Elle aurait été présente à l'époque des événements de Fear and Hunger 1 si les chronologies étaient similaires. 16. L'obélisque irrationnel. L'obélisque dans le magasin de vêtements est basé sur une installation artistique réelle que le créateur du jeu a trouvé effrayante à cause de sa phobie des chemises boutonnées. Donc c'est une très étrange phobie qu'a le créateur. 17. Le bug de la compétence de Kalura. Il n'y a aucune raison d'avoir l'âme de Kalura sur plusieurs personnages, car certains commencent avec la compétence d'acier, rendant son acquisition superflue. Alors là, ouais, c'est pas assez bizarre, effectivement, bug de compétence de Kalura, mais il nous montre Tanaka, donc j'espère qu'il n'y a pas eu trop de décalage. J'ai l'impression qu'il y a eu quelques décalages et que la matière noire du four que je vous parle en 11 et plutôt le 12 ou le 13, là on dirait sur la vidéo de PugSR. Donc il se peut que ChatGPT n'ait pas très bien fait son travail de traduction et de me remettre les 25 dans l'ordre. Désolé si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à le corriger en commentaire. J'hésiterai pas à ressortir la vidéo peut-être de façon encore optimisée si vraiment il y avait besoin. Je trouve que ça reste quand même très compréhensible. Moi c'est compliqué, je suis pas du tout anglophone non plus, donc j'essaie vraiment de faire au mieux possible pour rendre Fear and Hunger accessible pour tout le monde. 18. Un bug de guérison avant un combat. Un bug avec l'effet de traumatisme permet de régénérer la santé toutes les 20 secondes dans l'Overworld, permettant de commencer chaque combat avec la santé maximale. Donc super sympa. Je sais pas du tout comment l'activer parce que ce n'est même pas précisé justement. En tout cas au niveau de l'Exen ici, il y a moyen de faire quelque chose, d'utiliser ce bug de guérison
Donc là, on voit que lui, quand même, il se fait bien agresser, là, dans l'Exen, hein. Et donc oui, là, il nous parle de la montre de l'horloge de Prague en 19, et je pense qu'il y a eu un petit décalage. Compétences utilisées, inutilisées en 19, plusieurs compétences inutilisées dans le jeu, comme beau robuste, grande magie de sang et résurrection, ont des noms qui permettent de deviner leurs fonctions, mais elles ont été retirées du jeu. 20. Crash du jeu à l'Exen. Si vous essayez d'acheter une compétence à l'Exen, puis changer d'avis et appuyer sur échappe, cela fera planter le jeu à chaque fois. Ne faites pas ça si vous n'avez pas sauvegardé récemment. 21. La forme brûlée par la lune de Karen. La forme de Karen brûlée par la lune n'était initialement pas prévue pour Fear and Hunger 2, mais elle est en fait inspirée d'un boss fan art qu'a créé le développeur pour un concours d'Elden Ring. 22. Le créateur était finaliste dans un concours d'Elden Ring. Le développeur, justement, était finaliste dans un concours organisé par Vatividia, un youtubeur spécialisé dans les Souls, pour son design de boss appelé Beater. Et ça, c'est très intéressant. Je ne savais pas du tout que le développeur de Fear and Hunger avait participé à un concours d'Elden Ring. Donc c'est très 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 intéressant. J'espère vraiment que c'est des petites infos croustillantes qui vous plaisent. 23. Le CGLE est un ennemi qui semble détester le dieu logique, ce qui se reflète dans le sens de son nom. Dieu de la machine pourrie, peut-être une opposition à la logique elle-même. Donc ça aussi, c'est encore quelque chose qui est assez ouf dans Fear and Hunger, qu'on voit très bien là à l'écran, justement, avec les différentes magies, Greater Blood magique, Résurrection, Reverse Hitling. Il y a quand même beaucoup de choses, et les âmes, justement, qui sont ici. C'est vrai qu'une traduction française de Fear and Hunger Termina serait pas de refus, le jeu est encore plus large que Fear and Hunger. Sincèrement, le 1, vous pouvez vous en sortir en anglais, même avec un niveau d'anglais très basique. Moi, j'ai réussi à faire quasiment l'intégralité du 1, les dialogues étant quand même assez simplistes. Par contre, sur terrain, je veux dire que j'ai pas été confronté à la barrière de la langue pour le 1 avec mon faible niveau d'anglais. Je l'ai été un peu plus confronté sur Termina, qui est justement pour moi nécessite beaucoup plus de lecture et nécessite vraiment de comprendre. On peut s'en sortir dans Fear and Hunger, le 1 je trouve, même en faisant un petit peu n'importe quoi entre guillemets, en faisant du hasard et avec du die and retry. Termina est quand même, j'ai l'impression, encore plus punitif, donc faut vraiment faire gaffe à ce qu'on fait, et ça peut vite être compliqué. Et je vous conseille Baldur's Gate, hein, vous le savez maintenant, si vous avez kiffé Fear and Hunger en tout cas, et que vous êtes là parce que vous êtes un gros fan. Je sais que je dois avoir 20 ou 30 personnes qui regardent toutes mes vidéos, fans de Fear and Hunger. Franchement, je pense que je peux vous conseiller Baldur's Gate 3 les yeux fermés. C'est quelque chose qui devrait vous plaire en tout cas, et je vois très très peu de raisons que ça ne vous plaise pas. On arrive déjà aux 2 derniers points de cette très courte vidéo, justement 25 choses que vous aurez pu rater dans Fear and Hunger 2. Donc lui c'est la deuxième, hein, c'est encore 25 choses que vous auriez pu rater. Si jamais vous voulez qu'on fasse la première de la même façon, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit abonnement. C'est vrai que mes vidéos fonctionnent moins, donc je suis un peu moins dedans. Je vais me remettre, hein, de toute façon, faut le temps de trouver. J'avais trouvé un truc cool avec trouver le garde en moins de 20 minutes, ça a marché. Essayer de retrouver une forme en tout cas qui pourrait plaire ou qui fera quand même des vues. J'aime beaucoup moi ce système de traduction, je trouve ça sympa. Après il va falloir que je refasse des games et que je tente en tout cas des choses. De toute façon c'est comme ça, hein. J'aurais jamais pensé que trouver le garde en moins de 20 minutes ça soit la vidéo qui fasse décoller ma chaîne. Et il y a des vidéos récemment que je vous ai faites comme les points communs entre Berserk et Fear and Hunger. Là j'aurais pensé que c'était une vidéo qui avait le potentiel de faire 100K et elle fait 20 vues. Il y a des vidéos que je pensais qu'ils feraient 20 vues, elles font 5K. Donc c'est très compliqué. Honnêtement c'est assez dur, surtout que je fais tout seul. Mes amis sont pas du tout là-dedans. Alors pas du tout pour me plaindre, hein, au contraire. Mais c'est vrai que on a vite l'impression d'être fou. Parce que tout le monde travaille autour de vous et a des enfants, donc faut se refaire à ça. Mais bref, je divague complètement. On va regarder le 24e point, très important, un artefact inutile dans le jeu. Certains artefacts magiques n'ont qu'une utilité limitée, ne nécessitant qu'une utilisation du sort anti-magie dans l'orphelinat. Je vois pas exactement ce qu'il veut nous dire avec ça. Là je pense qu'on parle plus des compétences justement inutilisées dans le jeu comme beau robuste ou grande magie du sang ou résurrection, qui ont des noms qui permettent de deviner leur fonction pour le coup, mais qui ont été retirés du jeu. Je comprends. Ça pour le coup,
c'est clair. Et l'avertissement final, en fait, là, qui arrive aussi un peu, c'est le 25e point, mais en réalité, avec ce qu'on voit à l'écran, on comprend que c'est ça, hein, le 25e point, donc l'avertissement final, un avertissement très important. Certaines manipulations liées à l'Xen peuvent causer des crashs permanents de votre jeu. Soyez prudents et sauvegardez régulièrement. On arrive au bout de cette vidéo, donc là, il nous parle d'Elden Ring, donc je pense que c'est justement lié à l'anecdote du boss d'Elden Ring. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Vous avez le lien de Vatividia si vous voulez aller voir ce qu'il a fait. Là, PugSR nous présente justement tout ce qui a été fait là-dedans. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, c'est toujours pas mal de travail, mine de rien. On se rend pas compte, on a l'impression que c'est une vidéo YouTube, on se dit il a parlé un quart d'heure devant son ordinateur et voilà, mais en réalité non, il y a le temps de trouver la vidéo, de télécharger des sous-titres, de vous faire un petit truc, une petite texte entre guillemets lisible, d'essayer de refaire quelque chose de sympa derrière. Après faut essayer de faire des petits edits avec TikTok, Short, essayer de faire des trucs cool. Donc c'est quand même beaucoup de boulot. Si vous voulez voir l'autre vidéo qui est juste ici, 25 choses que vous avez ratées sur Fear & Anger, vous savez ce qu'il faut faire les gars, petit abonnement, pouce bleu, et je vous sors les 25 autres choses sur Fear & Anger Termina. À très vite. Fear & Anger, c'est le jeu qui te regarde droit dans les yeux et qui appuie lentement sur le bouton « Souffrir ». Mais derrière sa brutalité, il cache une montagne de détails glaçants, de secrets enfouis, de mécaniques tordues. Voici 50 faits incroyables que vous ignorez peut-être sur ce cauchemar interactif. On va commencer avec le gameplay et les mécaniques. En 1, chaque combat peut littéralement se finir en un tour, pour vous. En 2, vous pouvez mourir en ouvrant une porte, tout simplement, ouvrir une simple porte. En 3, le système de découpement permet de couper bras et jambes à l'ennemi, mais aussi à vous-même. En 4, il existe une mécanique pour violer votre libre arbitre. Le jeu peut vous forcer à faire des choix horribles. En 5, la jauge de faim descend constamment, ne pas manger c'est la mort. En 6, chaque sauvegarde consomme une rareté appelée Soulstone. Pas de pierre, pas de sauvegarde. Ça, je suis pas certain honnêtement, hein. Je pense que c'est une connerie, j'ai l'impression, hein. En 7, une erreur peut condamner toute votre partie. Le permadest est réel, et ça c'est extrêmement vrai. En 8, le jeu contient un système de sacrifice avec des dieux anciens. En 9, les combats ne sont vraiment pas tous nécessaires, mais fuir est rarement une option. Et en 10, le système de magie risqué, certaines incantations qui peuvent vous tuer. On a aussi pas mal de choses au niveau du développement et de l'inspiration, ça va être la deuxième partie. En 11, le jeu a été créé par une seule personne, Miro Avirinen. Pas très sûr, Avirinen, j'espère que je l'ai bien prononcé. En 12, ça s'inspire autant de Berserk que de Silent Hill. En 13, l'univers s'inspire de mythes Lovecraftiens, de la Bible et de vieux contes finlandais. 14-15, le développeur qui voulait justement que sa souffrance fasse partie intégrante du gameplay, et la musique justement est faite à la main, souvent avec des sons réels modifiés. En 16, on a une interface qui est volontairement old school et qui renforce ce sentiment de vulnérabilité. Le développeur qui voulait que la souffrance fasse partie du gameplay. Et ça marche vachement bien. En 17, le design des ennemis, souvent basé sur les rêves des développeurs. On a aussi les secrets et les détails planqués. Ça va être la troisième partie. Il y a des monstres invisibles dans certaines pièces. Vous les verrez trop tard. En 19, il est possible d'avoir une partie maudite, dès le début, si vous avez trop de malchance. En 20, certaines armes sont possédées et peuvent se retourner contre vous. 21, vous avez des livres qui enseignent des sorts interdits, mais qui demandent un prix sanglant. En 22, vous avez un personnage qui peut s'auto-mutiler pour gagner en puissance. En 23, certains PNJ peuvent vous voler, vous mentir ou vous piéger mortellement. En 24, le jeu contient des zones de rêve, accessibles seulement sous certaines drogues. En 25, vous pouvez devenir un disciple de Grogoroth, un dieu du sang. Et ça change tout. En 26, il y a des fins secrètes, dont une qui vous implique à devenir un dieu vous-même. En 27, les enfants ne sont pas épargnés dans ce jeu. Rare, choquant. On a aussi tout ce qui tourne au niveau du bestiaire et du lore. Très 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 intéressant. Ça va être justement notre quatrième partie. Déjà, ça va si vite. Les ennemis qui ne sont pas des monstres, mais souvent des humains torturés. En 29, certaines créatures viennent d'anciens cultes oubliés. En 30, on a le jeu qui présente des paradoxes temporels et des boucles de souffrance. Des personnages, comme Nashara, la tête volante, qui ont des dialogues cachés, selon votre progression. En 32, il existe des ennemis qui vous tuent juste si vous regardez trop longtemps leur sprite. En 33, certains boss n'apparaissent que si vous priez trop ou pas assez. En 34, le jeu intègre une mythologie cohérente sur plusieurs siècles. En 35, bien sûr, les ruines du jeu qui sont basées sur des lieux historiques réels européens, vous le savez.
On va passer à la partie que vous risquez de préférer avec les versions, les modes, la communauté. En 36, il existe un mode aléatoire, généré à chaque nouvelle partie, un peu un randomizer, effectivement. Je vous invite à regarder la vidéo d'Edouard sur Zelda en aléatoire, c'est très 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 intéressant. En 37, vous avez une suite qui existe, Fear and Hunger 2, Termina, encore plus dérangeante que Fear and Hunger 1. En 38, les modes de fans, qui ajoutent des options de confort, ou qui rendent le jeu pire. En 39, des joueurs qui organisent des défis sans sauvegarde, ou avec une seule main, extrêmement compliqué. On a la version 1.4 en 40, qui vous ajoute des nouvelles morts, oui, encore. En 41, il y a des speedruns pacifistes, finir le jeu sans tuer personne. En 42, on a certaines musiques qui sont devenues littéralement virales sur TikTok. Et en 43, le jeu qui a inspiré des dizaines de creepypasta sur Reddit. On va maintenant attaquer la dernière partie, qui est tout simplement la partie souvent que je préfère, avec tous les faits bonus et un peu les trucs un peu what the fuck. D'ailleurs, si vous aimez bien ce format de 50 anecdotes, pouce bleu, j'en ai fait un sur Baldur's Gate 3 aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir. Les faits bonus et what the fuck. En 44, il y a une scène où vous pouvez épouser un cadavre, par erreur. Horrible. En 45, vous pouvez remplacer un bras perdu par celui d'un ennemi, littéralement. En 46, il y a un mini-jeu où vous lisez des organes humains. En 47, si vous mangez certains aliments trop souvent, votre personnage devient malade à vie. En 48, il existe un miroir maudit qui vous tue si vous y regardez. Ça me dit rien du tout, ça. J'aimerais bien, si ça parle à quelqu'un, ça, n'hésitez pas. En 49, le jeu vous reconnaît si vous essayez de tricher et vous punit. Et en 50, le vrai boss final du jeu, c'est votre propre curiosité. Fear and Hunger, c'est pas un jeu pour les âmes sensibles. Mais si vous aimez l'horreur, les jeux sans filet de sécurité, les expériences uniques, ce titre est une descente aux enfers inoubliable. Si tu veux souffrir encore, like. Si tu veux fuir, abonne-toi. Et n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, il y a plein d'autres vidéos si jamais vous voulez voir d'autres anecdotes sur le jeu, il y a un iceberg, il y a pas mal de choses sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Bienvenue dans l'un des jeux les plus dérangeants, brillants et traumatisants que t'auras jamais essayé. Fear and Hunger Termina, c'est pas juste un jeu, c'est une expérience, un cauchemar pixelisé où chaque action, chaque souffle peut être ton dernier. Voici 55 faits que tu n'oublieras jamais sur Fear and Hunger Termina. Spoiler, tu ne regarderas plus jamais ton écran de la même manière. Évidemment, c'est regroupé par thème pour le rythme, donc on va commencer avec des faits surprenants et des faits choquants, avec 10 premiers faits assez sympas. De 1 à 10, donc en 1, le jeu commence avec la possibilité de se suicider. Oui, dès le menu. Tu peux aussi te faire mutiler, dès la première minute, littéralement. Il n'y a aucun tutoriel, pas de pitié, pas d'aide, juste de la douleur. Le système de sauvegarde, c'est un luxe rare. Tu peux perdre 1 heure de jeu d'un coup. Le jeu peut te punir, juste pour avoir dormi. Et accessoirement, dormir, ça permet de sauvegarder. En 6, tu peux perdre un bras et continuer, mais bon courage pour viser. En 7, tu peux sacrifier des dieux anciens pour obtenir des pouvoirs interdits. En 8, chaque partie peut totalement changer, selon les dés lancés au début. En 9, certains ennemis peuvent te parler, te supplier, ou t'intimider psychologiquement. En 10, si tu perds un combat, tu peux finir capturé, violé, ou pire. Oui, le jeu est ultra 18+, vraiment, c'est... Il y a 1 milliard de red flags, il y a tous les red flags possibles si jamais vous comptez jouer à ces jeux Fear and Hunger ou là le 2 Fear and Hunger Termina. D'ailleurs, il y a une vidéo 50 faits sur Fear and Hunger. Là, on est sur 55 faits sur Fear and Hunger Termina et peut-être que vous regarderez avec la compilation des deux et de tous les shorts qui arrivent après. En bref, de 11 à 20, on a le gameplay sadique, on a ce level design impitoyable, restez bien jusqu'au bout, on a les catégories les plus intéressantes qui arrivent juste après. Donc en 11, on a le système de combat, inspiré des RPG classiques, mais avec des démembrements, comme dans le premier jeu. En 12, on a les membres que tu perds, qui affectent vraiment le gameplay. En 13, tu peux apprendre des sorts, en lisant des livres interdits, au risque de perdre de la santé mentale. En 14, il n'y a pas de bon chemin, il y a seulement des mauvais et des pires. Chaque objet trouvé peut être un piège, même la bouffe. Tu peux parler à des dieux, mais ils peuvent aussi te cracher dessus. Un sort te permet de parler aux cadavres, et parfois y répondre. Et ça, si vous avez joué à Baldur's Gate 3, vous savez que la communication avec les cadavres, c'est incroyable dans les jeux, c'est très très fort. 18, certaines fins qui impliquent que tu deviennes un dieu, ou un monstre. Tu peux aussi perdre la tête, au sens littéral. Et symbolique. Les maladies mentales dans le jeu peuvent te faire tuer tes alliés, et ça c'est un truc de ouf. Là on passe à la catégorie suivante, la 3e, les persos ne sont pas tes amis.
En 21, chaque personnage jouable a un passé sombre, et souvent atroce. N'hésite pas à aller regarder le lore d'ailleurs des personnages de Fear and Hunger Termina, qui est beaucoup plus intéressant que le lore du premier jeu. Enfin, sur certains personnages en fait, les 8 personnages sont plus développés, bref, j'ai fait plein de vidéos qui en parlent. En 22, certains alliés qui peuvent te trahir, même après t'avoir aidé. Marco est un ancien gladiateur, cannibale, charmant. Osaa est un nécromancien, qui parle avec des voix dans sa tête. Le clown, Pav, peut être plus puissant, ou le plus inutile. Tu peux incarner un prêtre, qui invoque un dieu du chaos. Tu peux recruter un enfant, oui, et il peut, mourir. Tu peux rencontrer une version corrompue de toi-même, et ça c'est très intéressant, c'est les brûlures de lune, allez voir, j'ai une vidéo qui en parle, extrêmement intéressant. Ton reflet dans le miroir, qui peut t'attaquer, je ne t'en dirai pas plus. Et il y a un boss qui te mange vivant, scène animée comprise. C'est très très cool. Et justement, ça annonce bien les parties de 31 à 40 avec un monde vivant et malade. Le jeu se passe en 1942, dans un monde alternatif où l'horreur est quotidienne. Il n'y a pas de musique joyeuse, il n'y a que des nappes oppressantes. Le jeu a même un cycle jour-nuit qui influence les monstres. En 34, à minuit, certains ennemis peuvent devenir littéralement invincibles. Tu peux trouver un rituel pour effacer ton passé. Certains ennemis sont inspirés de véritables rituels païens. Un ennemi est basé sur la peste bubonique, version tentaculaire. Et il y a plus de 20 fins différentes dans ce super jeu. En 39, tu peux débloquer une fin secrète dans ton sommeil. Et en 40, certains objets changent en fonction de ta santé mentale. Si quelqu'un a une vidéo sur cette fin secrète, j'aimerais beaucoup en parler. De 41 à 50, on est dans la partie que je préfère, c'est-à-dire les détails cachés et les secrets, et on finira avec le final, le what the fuck maximum. Donc dans les détails cachés et les secrets, en 41, on a un journal dans le jeu qui te donne des indices sur le joueur précédent, et ça c'est assez cool. On a certains personnages qui savent que tu as relancé le jeu en 42. Il y a un sort pour devenir immortel, mais le prix est horrible. Tu peux devenir un golem aussi, fait de chair humaine. Il y a une pièce secrète dans la ville qui mène vers une autre dimension. Si tu restes inactif trop longtemps, quelque chose t'observe en 46. 47, une statue dans le jeu change de position à chaque partie. Ça c'est un truc de ouf. Un boss n'apparaît que si tu prononces son nom à haute voix, IRL. Et en 49, le jeu intègre des éléments de méta-horreur. Et en 50, un PNJ qui rêve des parties précédentes que tu as jouées. Et ça, c'est très ouf d'ailleurs si vous avez des infos là-dessus, parce que ça a dû complètement m'échapper. De 51 à 55, le final, what the fuck maximum. En 51, la ville de Préville est un purgatoire vivant, inspiré de Lovecraft, plus de Silent Hill. En 52, le créateur du jeu a tout fait tout seul, en 2D, avec une vibe un peu PS1 Super NES. En 53, le jeu est interdit dans plusieurs pays, à cause de ses thèmes violents. En 54, un boss te fait rejouer tout le jeu à l'envers, si tu perds contre lui. Et en 55, si tu manges de la viande humaine au bon moment, tu peux devenir un demi-dieu. Fear and Hunger Termina, c'est pas juste un jeu, c'est une descente aux enfers. Une descente aux enfers, qui t'offre l'appel. Et si t'as eu des frissons, like, commande ton prêt préféré, abonne-toi, sinon Pav viendra dans tes rêves la nuit. Il y a aussi une vidéo, justement je vous en parlais un peu, 50 faits sur Fear and Hunger, et j'avais fait une autre vidéo, une compilation de shorts, avec plus de 70 shorts différents sur le jeu. Très très cool, ça arrive soit après cette vidéo, soit je vous laisse aller voir sur la chaîne. Force à tous et à très vite.